Bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro de CAP Enfance Positive, ce projet d'émission porté sur les fonds baptismaux par une dizaine de structures qui militent pour la protection de l'enfance au Burkina Faso. Pour ce deuxième numéro, deux organisations sont en pole position. Il s'agit de Fonds Enfants et de Pro Enfants. Il s'agit des organisations qui sont toutes les deux financées par la coopération allemande. Ce soir, il sera question de la prise en compte des aspects de protection de l'enfant dans le contexte de la décentralisation au pays des hommes intègres. Comment justement les municipalités procèdent-elles pour assurer la protection des enfants? Quelles sont les mesures prises? Quelle est la part de responsabilité des ONG, des associations et autres structures? Autant de questions qui trouveront réponse sur ce plateau spécial avec mes invités. Premier invité à ma droite, Fiacre Kambou. Il est le président de l'Association des municipalités du Sud-Ouest. Il est aussi maire de la ville de Gawa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Deuxième invité à l'extrême gauche, M. Adama Sondé. Il est secrétaire permanent du Conseil national pour l'enfance. Bienvenue, M. Sondé. Troisième invité à l'extrême droite, M. Adama Diallo. Il est conseiller technique de Pro Enfants. Merci d'être présent sur ce plateau. Et enfin, quatrième invité, Mme Nathalie Ouedraogo Nekuela, chargée de programme Fonds Enfants. Merci de votre présence sur ce plateau. Alors, avant de développer, nous allons donner la parole à Madame directement pour qu'elle nous présente le Fonds Enfants. Merci. Merci de l'opportunité que vous nous donnez pour présenter le projet Fonds Enfants. Alors, l'appellation exacte de Fonds Enfants, c'est le Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants, qui est un projet issu en fait de la coopération entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne. C'est un projet qui s'exécute par phase depuis 2005 et actuellement le projet est à sa 5e phase. Alors, il faut dire que le projet se donne comme mission, une mission de prévention du phénomène de la traite et des autres pires formes de travail des enfants et une mission de réinsertion des enfants qui en sont victimes ou bien qui sont exposés à ces phénomènes-là. Le projet intervient au niveau de la région de l'Est et la région du Sud-Ouest de Burkina Faso, qui correspondent en fait à la zone d'intervention prioritaire de la coopération allemande. Alors, comme démarche, il faut dire que le projet a une approche communale, une entrée communale. Il faut dire que le projet entretient en tout cas un partenariat assez étroit avec les collectivités territoriales. Et le projet intervient également à la demande. C'est-à-dire que les promoteurs du projet doivent soumettre une demande de financement au niveau du projet qui en apprécie la pertinence avant de donner suite en fait à la demande. Et dans le cadre justement de sa mission de prévention et de réinsertion en fait, des enfants victimes exposés, le projet accompagne un certain nombre d'initiatives dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de l'éducation, à travers la construction et l'équipement des infrastructures, la promotion des bourses d'études, l'appui à la mise en place des cantines scolaires au niveau des écoles primaires. Et le projet soutient également des familles vulnérables en termes de mise à disposition de ressources pour permettre à ces familles de pouvoir mener un certain nombre d'activités génératrices de revenus dont les revenus en tout cas permettent, si vous voulez, à ces familles-là de pouvoir prendre en charge la question de la protection des enfants. Il faut dire également que pour ce qui est des autres activités d'appui institutionnel, le projet accompagne la politique de gouvernement d'une façon générale, au niveau central, au niveau déconcentré, dans tout ce qui est promotion, vulgarisation de textes en lien avec la protection de l'enfant et dans la mise à disposition aussi d'un certain nombre d'équipements ou de matériel qui permettent à ces structures de lutte de pouvoir mener efficacement des actions sur le terrain. Alors, dans ce combat, vous êtes financé par la coopération allemande, la même coopération qui accompagne Pro Enfants. Monsieur Diallo. Oui, Pro Enfants, entendez par là, programme mise en œuvre des droits des enfants au Burkina Faso.
faut dire que le pro-enfant a vu le jour en 2016, en janvier 2016, et il succède à un ancien programme qu'on appelait PROSAD, qui avait une de ses composantes droits des enfants. Donc le programme pro-enfant, c'est un programme technique bilatéral entre la République fédérale d'Allemagne et le Burkina Faso, et qui est financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement. Le programme intervient dans 2 régions, comme l'a si bien dit Mme Ouedraogo, à l'est et au sud-est, qui sont les 2 régions prioritaires de la coopération allemande. Et son domaine d'intervention, comme on l'a dit, c'est la protection des enfants. Donc ici, nous avons des thématiques sur lesquelles nous travaillons. C'est notamment la traite et les autres formes de travail des enfants, et les violences basées sur le genre et les mariages précoces et grossesses précoces. Voilà un peu les thématiques que nous abordons. Et comme le Fonds Enfants, nous entrons par les communes. C'est-à-dire que nous travaillons en étroite collaboration avec les communes et les ministères partenaires qui sont le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Et ces 2 ministères, nous les accompagnons techniquement afin de pouvoir renforcer non seulement les capacités techniques de ces acteurs pour pouvoir mettre en œuvre les différentes activités qu'ils ont en matière de protection des enfants. Il y a aussi qu'ils bénéficient aussi d'un appui en matériel et souvent même en appui technique pour pouvoir réaliser leurs activités. Voilà un peu comment on pourrait présenter le pro-enfant. D'accord. Donc à présent, je vais vous inviter à suivre ce que le citoyen lambda pense de cette thématique. Pour moi, parler de la protection de l'enfant dans le contexte de la décentralisation, c'est un thème très précieux. Et la manière, je crois qu'il faille d'abord avoir un ordonnancement juridique bien fourni. Et ça veut dire des textes d'abord au niveau central, au niveau de l'État, qui protègent bien non seulement les enfants, et aussi des textes aussi qui permettent la répression de ceux qui viendraient à violer ces droits fondamentaux, voilà, des enfants. Et malheureusement, nous voyons que ce n'est pas appliqué. Souvent, les textes existent, mais l'application laisse à désirer. Aussi, il faut, au niveau local, conjuguer davantage les efforts. Accompagner aussi les associations et ONG qui militent et qui œuvrent dans ce sens, dans la protection de l'enfant, afin qu'ils aient les rudiments nécessaires, afin que aussi ils puissent aller vers la population de base et puissent sensibiliser non seulement les parents, les bénéficiaires, les éducateurs que sont les enseignants, et d'une manière générale la population, parce que la protection de l'enfant, ce n'est pas une œuvre du gouvernement ou une œuvre législative seulement, une œuvre des ONG, c'est l'œuvre de tout le monde. Et c'est ensemble que nous pourrons arriver à ce que les enfants au niveau des communautés décentralisées soient une réalité au Burkina Faso. La protection de l'enfant dans le système de la décentralisation suppose que la gestion de l'enfant appartient maintenant aux collectivités. Et tout doit, c'est-à-dire les programmes d'enseignement, les fournitures et même le bien-être de l'enfant d'une manière générale appartient maintenant aux collectivités. Dire bien protéger, c'est trop. Mais toujours est-il que les enfants qui sont au milieu des siens ont une certaine protection. Mais alors qu'il ne s'agit pas de protéger l'enfant simplement physiquement, mais il faut des moyens adéquats. Et généralement, il y a ces communes qui manquent suffisamment de moyens pour gérer les enfants comme il le faut, s'il n'y a pas un véritable accompagnement de la part de l'État. Bon, à cette question, je dirais que
ils ne sont pas bien protégés. Parce que dans notre commune, on peut dire que les enfants, surtout au moins de 8 ans, nombreux sont ceux-là qui ne parlent plus à l'école. Je ne le pense pas. Parce que même au niveau des villes, nous voyons les mêmes problèmes. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les parents n'ont pas, malheureusement, les parents n'ont pas le temps pour pouvoir bien s'occuper des enfants. Ceux aussi qui sont pauvres, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir prendre adéquatement soin de leurs enfants. Et les droits des enfants sont violés du jour au lendemain. Prenons le droit à l'éducation. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Quand on prend le droit à la vie, combien d'enfants continuent de mourir, même à la naissance ou bien un peu partout, un peu après, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir avoir des soins adéquats. Aussi, quand on prend même le droit à une nationalité au niveau de l'état civil, combien d'enfants? Ils sont des millions encore au Burkina qui n'ont pas d'acte de naissance. Alors que nous savons que la déclaration de naissance, l'extrait d'acte de naissance, c'est le premier document de tout d'un enfant pour qu'il puisse aller à l'école plus tard et devenir un bon citoyen. Malheureusement, cela n'est pas le cas. Le droit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'éducation, d'une manière générale, que ce soit en ville ou au niveau décentralisé, les problèmes sont légion et cela mine réellement le développement des enfants au sein de notre pays. À mon avis, c'est vraiment scandaleux dans les communes rurales, puisque rien n'est fait dans le cadre allant dans la protection des enfants. On remarque qu'il y a des enfants même qui sont laissés à eux-mêmes. Il y a le manque de scolarisation, il n'y a même pas une prise de soins au niveau des familles, juste dû à la pauvreté des parents, mais aussi au désengagement des différentes mairies dans la protection des enfants. À cette question, je dirais que rien que l'année passée, il y a eu un CG qui est construit, donc ça, on peut dire que ça c'est. Au niveau du domaine de la santé, on peut dire qu'il y a eu un aménagement par rapport aux prises en charge des malades. Donc on a constaté à un moment donné qu'il y a eu de nouveaux lits, des matelas bien équipés. Et le travail, ils ont allégé la situation aux médecins qui soignent les malades là-bas. Ça, c'est à féliciter aussi. Dans certaines communes, il y a une bonne volonté de la part des mairies. Bon, concernant personnellement ma commune, à Souroubila, cette année, il y a eu au moins 3 écoles primaires de 6 classes qui ont été construites. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Nous pouvons citer entre autres la dotation de ces écoles en fourniture, et la dotation de ces écoles en moyens didactiques et aussi en vivres pour les cantines scolaires. Les conseils que j'ai à donner, c'est rappeler à certains conseillers de vouloir diriger et de répondre à leurs actes. En fait, je veux dire par là qu'il y a des conseillers, une fois élus, et pour les voir même à l'œil nu, comme ça, n'en parlons pas, exposer un problème, même c'est devenu compliqué. Et rien que dans notre village, les conseillers de notre village, et précisément le conseiller après les élections, il n'est venu au village qu'une seule fois et il n'a pas passé plus de 30 minutes avec la population. Et pour le rencontrer, si ce n'est pas dans les maquis, c'est dans les bars. Alors, en telle situation, des gens qui sont supposés
poser les problèmes de la localité à l'enceinte de la commune pour qu'ils puissent avoir des solutions. Si ces gens se retrouvent dans des maquis, dans les bars, alors ce sont des comportements à abandonner. Donc à tous les conseillers, j'aimerais les appeler vraiment à prendre les problèmes de la localité comme leurs propres problèmes, parce que le bien de la société les incombe aussi. Au niveau des élus municipaux, le premier conseil, c'est d'abord, puisque d'abord les textes existent, il y a beaucoup de textes qui existent au niveau de l'ordonnancement juridique burkinabé. Malheureusement, ces textes ne sont pas appliqués. Et moi, le premier conseil que j'aimerais qu'ils puissent faire, c'est appliquer, veiller à ce que la réglementation concernant la protection de l'enfant soit appliquée dans leur commune. Quand on prend par exemple l'accès au débit de boisson, nous voyons qu'à un certain âge, si tu n'es pas majeur, il est interdit aux mineurs d'avoir accès, n'en parlons pas, d'aller payer quelque chose. Quand nous voyons la nuit, à partir d'une certaine heure, un mineur ne peut pas circuler sans un représentant légal. Malheureusement, nous voyons que ce n'est pas le cas. Et bien d'autres choses concernant l'état civil, concernant beaucoup de choses, mais c'est d'abord veiller à l'application des textes en vigueur. Si une fois que les textes que nous avons déjà sont mis en application, nous voyons déjà que le problème est déjà résolu à moitié. Et aussi essayer de voir en fonction de la réalité sur le terrain, veiller à ce que les droits des enfants. Et moi, j'aimerais d'abord repartir au niveau de la naissance, faire des plaidoyers afin que les femmes ne meurent plus en voulant donner naissance, parce que le premier droit qui est fondamental et qui est même garanti même, c'est le droit à la vie. Malheureusement, les femmes meurent, les enfants meurent, dès le bas âge. Veillez à cela et après cela, veillez à ce qu'au niveau de l'état civil, tout enfant qui naît, que les parents soient sensibilisés afin que toutes les garanties soient prises pour que l'enfant puisse être déclaré dans les délais et puisse avoir son acte de naissance. Et aussi, quand l'âge d'aller à l'école arrive, veillez à ce que, on sait que c'est une œuvre de longue haleine, mais contribuer à ce que les enfants puissent avoir accès à l'école. Et avoir accès à l'école, il faut qu'il y ait des établissements, ça veut dire des écoles primaires ou bien des collèges à côté d'eux. Malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Donc c'est surtout ça. On sait que notre situation économique ne permet pas de tout faire, mais on peut aller en s'améliorant. Mais malheureusement, les textes même que nous avons, qui sont d'ailleurs de beaux textes, ne sont pas appliqués. Retour sur ce plateau avec les spécialistes à présent. Ça, c'était le point de vue du citoyen dans la rue. Alors, je commence par ma droite. Monsieur Kambo, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit ici? Ok, merci Monsieur Traoré. Je pense que le micro-trottoir reflète bien les problématiques liées à la protection des enfants dans notre pays et dans nos communes de façon particulière. Il y a un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés par des citoyens, n'est-ce pas? Des critiques allant également dans le sens du rôle que doivent jouer les communes en matière de protection des enfants. Et tout ça, c'est de la réalité. Ça nous interpelle, n'est-ce pas, à avoir un œil très regardant dans ce domaine-là. Monsieur Sandé. Bon, merci. Je crois que le micro-trottoir reflète vraiment les préoccupations en ce qui concerne la question de la protection de l'enfant. Et ce que je retiens, c'est que les intervieweurs reconnaissent l'importance des textes qu'il faut appliquer. Il faut aussi rappeler par rapport au texte qu'il y a 29 ans déjà que la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par les Nations Unies, puis ratifiée par notre pays. Et par la suite, il y a un certain nombre de conventions thématiques dans pratiquement tous les domaines de la vie sociale et économique qui ont été adoptées et ratifiées aussi par le Burkina Faso et qui sont mises en œuvre par plusieurs acteurs sur le terrain.
Et du coup, il a aussi posé la nécessité des efforts conjugués. C'est ensemble que nous pouvons y arriver. Et cela est tellement important que la question de la protection de l'enfant ne peut pas se passer des approches intégrées. Donc, je crois que l'interviewé a vu très clair, et même les acteurs ont compris en tentant de se regrouper en coalition, en réseau, et c'est surtout dans ce domaine. Je retiens également que les intervieweurs reconnaissent l'importance de la protection de l'enfant par les collectivités territoriales. Et cela est important. Et je crois que nous allons certainement y revenir. Voilà. Mais il y a une question que j'ai vue passer au niveau de l'interview. C'est donner 2 exemples de ce que les maires font. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qui est plus important. C'est ce que les maires ne font pas et qu'ils devraient faire, que nous devons peut-être essayer de voir. Bon, on aura le temps certainement d'évoquer, mais je reste un peu réservé par rapport à certains qualificatifs que c'est scandaleux. C'est vrai, c'est bon, c'est pas arrivé, et je crois qu'ensemble, comme ils l'ont dit, nous y arriverons. D'accord. Je donne la parole à M. Diallo du Pro-Enfant. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà tout dit, mais seulement ce que je voulais ajouter, c'est que les interviewés, en tout cas, montrent qu'en réalité, la question de l'enfance est très importante pour notre société. Donc, du coup, les acteurs qui doivent œuvrer pour que ces questions soient mises à la lumière ont été interpellés. Je prends par exemple les maires qui ont été interpellés. Donc, du coup, je pense qu'ici, il faut saluer en tout cas la maîtrise souvent même de ces thématiques-là par ces interviewés, qui, quelque part, avec aisance, donne certains exemples beaucoup plus précis sur les questions de protection des enfants. Donc, ici, je voulais en tout cas dire qu'il y a déjà un travail qui est fait, surtout en termes de sensibilisation, parce qu'il faut d'abord que les gens sachent ce que c'est que l'enfance, pourquoi protéger les enfants, avant de pouvoir engager des actions de protection des enfants. Mais déjà, le micro-trottoir montre que les gens savent déjà pourquoi il faut protéger les enfants et quels sont ceux-là qui doivent vraiment œuvrer pour cette protection. D'accord. Je reviens à Mme Medraogo maintenant. Oui. Je crois que, comme l'ont déjà souligné mes prédécesseurs, la question de la protection de l'enfant n'est pas une question en fait qui est méconnue de la population. Quand on écoute les intervenants, on se rend compte qu'ils sont sensibilisés en tout cas sur le sujet, certainement grâce aussi aux actions conjuguées de l'État et de ses partenaires en termes de sensibilisation. En tout cas, le message est passé. Ils savent que les enfants ont des droits, les enfants sont des êtres qu'il faut protéger, et pour cela, ils attendent aussi en tout cas beaucoup de l'État, beaucoup des pouvoirs locaux, donc des municipalités, et beaucoup aussi des partenaires. Ce qui nous interpelle en tout cas, nous intervenant dans le domaine de la protection de l'enfant, sur les actions qu'il faut encore conduire pour arriver, un temps soit peu, à améliorer la situation justement de l'enfant au niveau du Burkina Faso. D'accord. Alors, il y a plusieurs thèmes qui sont évoqués, protection de l'enfance, décentralisation. Je pense qu'il sied quand même qu'on essaie de définir ces concepts. D'abord, protection de l'enfance, protection de l'enfant. Qu'est-ce que c'est un peu? Qu'est-ce qu'on retient? Je commence par... Protection de l'enfance, je crois que quand on dit protection de l'enfant, chacun le fait tous les jours à la maison normalement. C'est ce qu'on suppose. Donc, la définition ne doit même pas souffrir de choses. Mais il faut prendre ça comme étant un ensemble de mesures qui visent à prévenir ou à protéger l'enfant d'un certain nombre de pratiques, ou notamment par exemple les violences, les mauvais traitements, l'exploitation sexuelle. Bon, il y a tout un ensemble de fléaux qui entourent la vie de l'enfant, et c'est les mesures qu'il faut prendre pour éviter que l'enfant ne subisse justement ces types de traitements-là. Donc, simplement comme ça, je crois que, sans rentrer dans les aspects trop... D'accord. Mais justement, c'est qui l'enfant?
Parce que quand on suit le micro-trottoir, il y a un dans ses propositions, aller jusqu'à la conception qu'il faut aller. Il faut réunir les conditions depuis l'hôpital, depuis la maternité. C'est quoi l'enfant dans notre contexte? C'est tout à fait juste. Parce que pour qu'il y ait un enfant, il faut d'abord qu'il y ait le couple et qu'il y ait ce que... Bon, ça, on n'a pas besoin de le dire. Voilà. Mais déjà, dès l'état de grossesse, l'enfant est déjà là. Alors, il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, il faut prendre soin de celle qui porte l'enfant dans son ventre. Mais l'enfant, dans sa définition au niveau de la CDE, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Voilà. Donc, de 0 à 18 ans, tout être humain est considéré comme enfant. Maintenant, dans notre législation, pour le moment, le Code civil définit l'enfant... il y a deux aspects. Alors, il y a l'âge civil et il y a l'âge pénal. Au niveau de l'âge civil, je crois que nous sommes à 18 ans. Quand le garçon doit se marier, il faut qu'il ait 20 ans. Et quand la fille va se marier, il faut qu'il ait 17 ans. Bon, et actuellement, je crois que la tendance, c'est de relire justement ces textes-là pour harmoniser avec les conventions qui le recommandent. D'accord, merci. La protection de l'enfant dans un contexte de décentralisation. Qu'est-ce qu'on doit entendre par décentralisation, M. Fiacre Kambou? Ok, merci. Alors, je dois dire que depuis l'adoption de la Constitution en 1991, alors, notre pays a fait le choix politique d'organiser et de gérer le territoire dans un processus de décentralisation. Alors, partant de ce principe-là, depuis 1995, des élections ont lieu de façon régulière tous les 5 ans pour doter les collectivités territoriales, voilà, de gouvernements locaux, on va l'appeler ainsi, chargés de gérer les affaires propres des communes pour promouvoir le développement. Alors, partant toujours de ce principe-là, le principe de subsidiarité et de progressivité proclamé par la décentralisation fait que l'État alors met à la disposition un certain nombre de compétences aux communes pour les exercer. Alors, parmi ces compétences, il y a l'eau, il y a le domaine de l'éducation, il y a la santé, qui sont des compétences qui travaillent dans le sens, effectivement, d'assurer un bien-être aux enfants. Donc, vous comprendrez que la question de la protection de l'enfant, effectivement, est assurée aujourd'hui de façon pleine par les collectivités à travers un certain nombre de compétences. Donc, voici un peu comment est-ce que dans le processus de décentralisation, un certain nombre de compétences, l'État les a mis à la disposition des communes pour travailler à pouvoir, en tout cas, créer les conditions pour permettre à l'enfant de naître, de grandir, d'être éduqué, de se soigner, afin de devenir un homme de demain. D'accord. Alors voilà qui est bien dit, mais qu'est-ce que vous, au niveau des municipalités, vous prévoyez? Qu'est-ce qui est fait dans le sens de la protection de l'enfant dans ce contexte de décentralisation-là? Alors, beaucoup de choses sont faites. Je pense que tout de suite, à travers le micro-trottoir, il y a quelques éléments qui sont ressortis et qui m'ont assez mis à l'aise parce que là, on s'est rendu compte que des citoyens savent que les communes, par exemple, construisent des écoles qui sont des activités qui rentrent en droite ligne de la protection des droits de l'enfant. Parce que les enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, comme on le dit, leur place c'est à l'école. Ils doivent être soignés, ils doivent être éduqués. Et les communes, à travers justement la construction des salles de classe, à travers la promotion, par exemple, des bourses scolaires, à travers des cantines que l'on met à la disposition des écoles, on travaille à ce que l'enfant, effectivement, soit éduqué et dure autant que faire se peut dans le système éducatif pour éviter que, on ne soit dans des situations de déscolarisation. Il y a également dans le domaine de la santé où, il y a un certain nombre d'activités de sensibilisation, de construction d'infrastructures sanitaires qui se font pour permettre aux enfants de pouvoir être pris en charge dans le domaine de la santé. Alors, donc voici autant d'activités qui sont menées au niveau des communes
qui tendent effectivement à pouvoir assurer aux enfants un bien-être. Madame, vous qui êtes sur le terrain, vous constatez toutes ces mesures sur le terrain? Oui, parce qu'au niveau du Fonds enfant, il faut dire que depuis justement sa mise en place en 2005, nous avons fait des collectivités territoriales, notamment les communes, des partenaires dans l'identification et la mise en œuvre des projets de protection des enfants. Donc ce qui fait qu'au niveau de notre zone d'intervention, les collectivités ont travaillé dans ce sens en termes d'identification vraiment de projets, comme je l'ai dit, et en termes de prise de mesures allant dans le sens de la protection des enfants. Donc, pour citer vraiment quelques-unes des activités que ces collectivités ont eu à mener, par exemple, au niveau de nos communes partenaires, il y a eu ce qu'on appelle les plans communaux de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants, qui sont des documents de planification sur une période de 5 ans, où à partir d'un diagnostic, la commune recense en fait les activités prioritaires à mettre en œuvre pendant les 5 ans dans le domaine de la protection des enfants, en termes de construction et équipement d'infrastructures, en termes de sensibilisation des communautés sur des thématiques en lien avec la protection des enfants, en termes également de mesures allant dans le sens de favoriser l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des enfants en situation de vulnérabilité. Et donc, effectivement, au niveau de notre zone d'intervention, en tout cas, c'est autant d'activités que les collectivités conduisent de concert avec les services techniques qui les accompagnent pour pouvoir justement améliorer la situation des droits de l'enfant au niveau de ces localités-là. Donc, c'est effectivement un constat qui est réel, en ce sens que les communes s'investissent en tout cas, dans ce domaine. Et il y a certaines collectivités même qui arrivent à prévoir des ressources au niveau de leur budget pour financer des actions de protection des enfants. Mais pourquoi sur le terrain, on a toujours l'impression que l'enfant n'est pas assez protégé? Si je prends le cas de la région du Sud-Ouest, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent l'école au profit des sites miniers. Pourquoi donc, si toutes ces mesures sont prises? La question effectivement de l'orpaillage qui est apparu au niveau du Burkina depuis quelques années. Ça c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Mais oui. Bon, donc pour parler ne serait-ce que de ça, en tout cas, ça semble saper un peu les efforts des uns et des autres sur le terrain, mais c'est assez complexe, comme on n'est pas là pour parler de l'orpaillage. Il faut dire que la question de la protection de l'enfant, effectivement, comme c'est les mesures qui doivent être mises en œuvre pour protéger les enfants, en fait, ce sont des mesures qui sont assez complexes et qui doivent être complémentaires. Vous voyez, les besoins, ce n'est pas seulement le besoin lié à l'éducation. C'est-à-dire que quand on satisfait le besoin lié à l'éducation, il faut penser à autre chose. C'est-à-dire que c'est un ensemble, un paquet de mesures qu'on doit pouvoir mettre en œuvre pour effectivement satisfaire l'enfant dans sa globalité et pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre, en tout cas, à améliorer la question des droits de l'enfant au niveau de nos zones. Mais comme on le dit, c'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs aussi qui influencent. Ça peut être des pesanteurs socioculturels, nous le savons tous, qui font que, bon, même si l'école est construite, même s'il y a un partenaire qui est là pour accompagner l'enfant avec des bourses ou bien avec des cantines, bon, il y a certains parents ou bien certains enfants eux-mêmes qui pensent que peut-être, bon, ils ne trouvent pas tellement leur intérêt, ils préfèrent peut-être aller ailleurs, soit pour s'adonner en tout cas à un travail, afin de pouvoir, voilà, avoir rapidement en fait des ressources, comme on le dit, pour mener un certain nombre d'activités. Mais quoi qu'il en soit, nous ne perdons pas cela de vue. Je pense qu'il faut sensibiliser, en sensibilisant et en leur faisant comprendre les risques que les enfants courent, peut-être en allant vers d'autres destinations à des fins de travail ou bien en tout cas pour mener un certain nombre d'activités, les risques que ces enfants-là encourent. Sinon que, c'est vrai, on mène un certain nombre d'activités, mais peut-être qu'on n'arrive pas aussi à couvrir tous les aspects, mais tout ceci en tout cas nous interpelle. On doit avoir une approche système qui prend en compte en tout cas tous les besoins de l'enfant, de façon à ce que nous menons comme activité là
puisse effectivement atteindre ou bien produire des résultats probants. Une approche système, je crois que c'est ce qui est aussi vu au niveau du Conseil national pour l'enfance. Absolument. Ce qui est sur la mise en œuvre des différentes conventions qui ont été ratifiées ne peut être effective que dans une approche intégrée. Je profite même de l'occasion, parce que c'est toujours chose. Vous savez, la décentralisation, et je parle sous le contrôle de M. le maire, et depuis 2016, je crois que tous les blocs de compétences ont été transférés et le nouveau, du moins dans la relecture de certains textes, il est même prévu de définir des attributions assez précises en matière de protection sociale que les communes doivent assumer. Alors, approche intégrée pour approche intégrée, quand il y a le Burkina, par exemple, internalise les différentes conventions, les dispositions des conventions, cela veut dire que les acteurs doivent prendre des initiatives pour les mettre en œuvre, pour les appliquer sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des lois qui ont été adoptées par notre pays en faveur de l'enfant. Il y a des décrets d'application qui ont été adoptés par le gouvernement et il y a des arrêtés qui sont là. Il revient maintenant aux acteurs qui jouissent d'une personnalité morale et qui ont une certaine autonomie de gestion, qui ont une autonomie financière et qui peuvent prendre des décisions à travers des délibérations. Donc, elles peuvent aussi domestiquer. Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas au niveau des conseils, mais elles peuvent domestiquer les lois, les règlements de notre pays au niveau local et essayer de les appliquer de façon collégiale, de façon collective, avec l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain. Et il faut dire que la protection de l'enfant ne peut pas se passer, en tout cas de l'approche intégrée, d'une approche systémique qui fait en sorte que l'enfant, une fois on doit traiter de son cas, que l'enfant trouve tous les éléments, toutes les réponses qui satisfont ses besoins fondamentaux. Voilà. Et je pense qu'au niveau des collectivités, en attendant qu'on y arrive, cela est possible. Ça veut dire que tout est prêt en matière de texte, tout est là. Il faut maintenant responsabiliser plutôt chaque acteur. Chaque acteur. D'accord. Monsieur Fiacre Kamou, il dit qu'on vous a tout donné, le transfert, tout est bon, tout est possible. Mais pourquoi ça bloque? Pourquoi l'enfant n'est pas assez protégé dans les collectivités? Ok. Alors, je pense qu'il y a un grand effort qui est fait au niveau de l'État et puis des collectivités. Et on peut avoir l'impression qu'on ne progresse pas. Mais moi, je dis qu'on progresse parce que si vous voyez, par exemple, nos communes, il y a 10 ans, et il y a un certain nombre d'activités, il y a un certain nombre de pratiques en lien avec la protection des enfants qui n'étaient pas initiées. Mais aujourd'hui, par exemple, sur budget propre ou par exemple à travers les appuis des partenaires techniques et financiers, il y a un certain nombre d'activités qui sont menées. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience au niveau des collectivités quant à la protection des droits de l'homme, des droits des enfants. Ça, c'est déjà important. Maintenant, nous travaillons au niveau de tous les acteurs parce que les parents, la société jouent un rôle très important dans l'inversion un peu de cette tendance. Parce qu'une chose est d'avoir les textes, une chose c'est d'avoir par exemple toutes les infrastructures qui créent des cadres propices d'épanouissement des enfants, mais si la société, les parents par exemple, ne sont pas réceptifs par rapport à tout ce qui est déroulé comme activité, alors vous comprendrez que ça ne peut pas prendre. Nous assistons par exemple dans nos communes où la notion même de protection de l'enfant n'est pas bien maîtrisée par les parents. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait qu'il faut développer des activités de sensibilisation, d'information sur la notion de protection de l'enfant, sur un certain nombre de pratiques qui sont courtes au niveau des villages, qui tendent par exemple à ne pas scolariser les enfants, à ne pas délivrer les actes de naissance, n'est-ce pas, à ne pas laisser les enfants aller dans les sites d'orpaillage. Donc il y a tout ce travail d'information, de sensibilisation qui se fait à travers, par exemple, au niveau de la commune de Gawa, un service social communal, par exemple, que nous avons créé avec l'appui de nos partenaires, qui s'occupe de ces questions de protection
de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Donc ce service-là au niveau de la commune, avec le plan d'action communal dont Madame a parlé, un certain nombre d'activités sont déclinées et sont mises en œuvre chaque année pour pouvoir essayer de changer la tendance. Mais, comme on l'a dit, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire et nous sommes conscients de cela. Et c'est à travers les communes, à travers l'État, à travers les partenaires techniques et financiers que nous allons conjuguer les efforts pour effectivement faire progresser les questions liées aux droits de l'enfant dans notre commune et dans notre pays de façon générale. Il reste beaucoup à faire. Monsieur Diallo, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Oui, il faut se dire que pour ce qui concerne la protection des enfants, et je pense que dans le micro-trottoir, il y a un des interviewés qui disait que un seul acteur ne peut pas œuvrer pour la protection des enfants. C'est juste parce qu'aujourd'hui, au niveau du pro-enfant, on a eu une expérience que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui a été développée par le ministère de la Femme et de la Solidarité nationale, ce qu'on appelle l'approche réseau, et qui est accompagnée par les communes. L'approche réseau, c'est quoi? Du moment où une seule personne ne peut pas s'occuper des questions de protection des enfants, c'est de mettre en réseau tous les acteurs de protection des enfants qui existent dans cette commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui s'occupent de la question de protection des enfants travaillent en synergie pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Et comment cela se fait? Lorsqu'un enfant vient voir un acteur par rapport à un problème, on essaie d'investiguer pour pouvoir voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes connexes et trouver une solution d'ensemble au problème de l'enfant. Donc c'est ce qui est en tout cas mis en œuvre dans nos communes d'intervention au niveau de l'Est et du Sud-Ouest. Donc l'approche réseau est en marche dans ces deux communes. Il y a aussi un autre aspect sur lequel l'accent est mis pour ce qui est de la protection des enfants, c'est notamment le renforcement des capacités des acteurs. Une chose est vraiment d'avoir des acteurs, mais une autre aussi est d'avoir des acteurs capables de prendre en charge ces enfants. Donc l'accent également est mis sur le renforcement des capacités de ces acteurs-là, pour non seulement qu'ils sachent ce que c'est qu'un enfant, comment protéger cet enfant, pour pouvoir, pour qu'il puisse contribuer au bien-être, en tout cas, de la société. Voilà un peu ce qui est fait dans le domaine de la protection des enfants, pour ce qui est du pro-enfant au niveau des différentes communes. En tout cas, un travail qui est fait en concertation avec tous les acteurs de protection des enfants. D'accord. Merci. Monsieur Sondé, quelle autre proposition au profit des municipalités pour le bonheur des enfants? Merci. Je crois que je disais en introduction que souvent, chercher à savoir ce que les maires ont déjà fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant. Et la question qu'on doit d'abord se poser, quels sont les mécanismes que les collectivités territoriales ont mis en place pour assurer la protection de l'enfant? Et spécifiquement, par exemple, on peut se demander qu'est-ce qui est fait pour identifier peut-être des enfants qui sont victimes de traite, pour identifier des enfants qui sont déscolarisés, des enfants qui sont exposés à des phénomènes de prostitution, à des phénomènes de violence dans leur famille, parce que, quelqu'un l'a dit, l'enfant est au milieu des siens, surtout dans les collectivités territoriales. Et bien entendu, tout le monde est dans une collectivité territoriale. Personne ne peut dire qu'il est à Ouaga, donc lui n'est pas d'une commune, parce que Ouagadougou est une commune. Voilà. Donc, c'est au milieu des siens. Donc, du coup, si on a ces mécanismes que les collectivités ont mis en place, ça peut contribuer déjà à résoudre le problème, la question de protection. Et je salue déjà ce qui est fait à Gawa, surtout le fait d'entendre qu'il y a déjà un service social qui est mis en place, avec naturellement du personnel et puis bon, des équipements pour assurer ces genres de missions. L'État a pris conscience justement de cette nécessité d'accompagner les collectivités en prévoyant dans l'organigramme type des collectivités territoriales la création du service social. Donc du coup, chaque collectivité peut prendre l'initiative de développer ce service social-là jusqu'à un niveau où toutes les questions spécifiques où on a besoin de prendre des mesures spéciales, des mesures de protection spéciales là, soient résolues. Donc je pense qu'il y a de la matière et les textes sont là. Les textes encadrent leur intervention.
Donc, il y a seulement qu'à se les approprier et à essayer de les appliquer, justement en internalisant ça au niveau de leur collectivité territoriale. Madame, quoi d'autre les maires doivent mettre en œuvre sur le terrain? Alors, je crois que pour rebondir sur ce que M. Sondé vient de dire, la création d'un service social communal est un élément important pour permettre à la collectivité de pouvoir prendre en charge de façon efficace la question de la protection des enfants. Je dis cela parce que au niveau du Fonds Enfants, il y a eu un accompagnement des collectivités avant la création des services sociaux communaux et il y a eu encore un accompagnement des collectivités après que ces communes aient pris justement un texte pour matérialiser la création de ces services. Et lorsqu'on compare les deux situations, on se rend compte qu'il y a vraiment un bon qualitatif que les communes ont pu avoir, les communes qui ont ouvert un service social communal, parce que tout simplement, c'est vrai qu'on dit que ça fait partie des compétences transférées, mais il ne faut pas aussi qu'on se leurre. Lorsqu'il n'y a pas de compétences en termes de ressources humaines qualifiées au sein de la collectivité pour traiter de ces problématiques, malgré la bonne volonté, en fait, je parle, là maintenant je parle vraiment sous réserve du président de l'AMBF. Alors, c'est-à-dire que malgré la bonne volonté du premier responsable de la commune, il y a toujours des insuffisances. Il y a toujours des insuffisances parce que bon, il ne maîtrise pas en tout cas ces problématiques-là en lien avec la protection de l'enfant. Il s'engage, mais on constate que bon, des fois il n'y a pas une cohérence, quoi. Non seulement dans l'identification et la mise en œuvre des projets, et même la gestion même des projets qui sont financés au profit des enfants. Alors que lorsqu'on a un service social communal qui est animé par un technicien mis à la disposition de la commune par l'État, c'est le technicien maison, non seulement qui peut éclairer aussi le premier responsable par rapport justement à ces problématiques, et même au moment de la planification, il peut également éclairer le premier responsable en termes de priorité dans le domaine de la protection de l'enfant au niveau de la commune, que la commune peut prendre en compte au niveau de son budget et pouvoir dérouler tout un ensemble d'activités. Donc au niveau du Fonds Enfants, en tout cas, nous avons fait ce constat, parce qu'il y a eu avant et puis après. Lorsqu'on compare les deux situations, comme je le dis, on se rend compte que là où les services sociaux ont été ouverts et fonctionnent avec un travailleur social, lorsqu'on compare avec là où il n'y en a pas, en tout cas, la différence est très nette, quoi. Donc c'est pour dire également que par rapport à ça, l'État doit pouvoir en tout cas accompagner les collectivités à ce niveau. Parce que bon, c'est vrai qu'on parle de la décentralisation, mais les communes ne naviguent pas à contre-courant. En fait, c'est un prolongement de ce que l'État doit faire au niveau central, que les collectivités mènent au niveau déconcentré, au niveau décentralisé. Et donc, en fait, lorsque on travaille en synergie, lorsque les services, les techniciens qui sont, par exemple, au niveau de la région ou bien au niveau de la commune, en tout cas, accompagnent les maires à ce niveau, en tout cas, il y a un travail qualitatif qui est fait dans le domaine de la protection de l'enfant. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été développé. C'est vrai que le service social communal est un dispositif très important au niveau de la commune, mais il faut que ce soit un service fonctionnel. Et comme elle a dit, avec des agents qualifiés. Et je crois que, par exemple, dans la commune de Gawat, c'est un agent du service social, donc avec les compétences nécessaires pour pouvoir justement proposer au conseil municipal ou au maire un certain nombre d'activités, voilà, entrant dans le cadre de la protection de l'enfant et toujours en lien avec ce document qui est important, le plan d'action communale, voilà, qui est un document d'orientation où toutes les activités sont rassemblées là-dedans. Deuxième élément, il ne faudra pas que tout se résume aux communes, parce que l'État, en transférant, n'est-ce pas, les compétences, doit transférer également les ressources. Transférer les ressources pour permettre que, à travers le service social communal, effectivement, on mette en œuvre toute la batterie d'activités que nous nous sommes donnés pour objectif de mener. Donc ça, c'est très important.
Donc ça veut dire qu'au niveau des communes, nous allons jouer notre partition, mais il faudra qu'au niveau de l'État également, voilà, l'engagement aille jusqu'au transport effectif des ressources. Pour nous permettre. Ce n'est pas le cas ? Je crois que nous sommes en train de travailler en cela et l'État a pris des engagements pour pouvoir en tout cas augmenter le montant des ressources qui sont transférées par année maintenant. Je crois que monsieur a déjà abordé dans ce sujet-là. Voilà. Nous avons déjà fait un plaidoyer au niveau de l'AMBF pour que, au niveau de tous les secteurs transférés, l'État fasse un effort pour effectivement augmenter le niveau de transfert des ressources pour permettre aux collectivités d'être effectivement des entités de développement. Monsieur Diallo, oui, qu'est-ce que les communes peuvent faire dans le domaine de la protection des enfants? Il faut se dire qu'ici, il y a une question de sensibilisation qu'il faut vraiment mentionner au niveau des communes, c'est-à-dire notamment les conseillers municipaux qui sont plus proches même des familles. Donc du coup, il faut que ces conseillers-là prennent conscience de la nécessité vraiment de prendre en compte ces questions de protection des enfants-là dans leur village ou en tout cas dans leur localité. Et là, ça pourrait aboutir à la longue à l'intégration de ces questions de protection des enfants-là dans les plans annuels d'investissement des communes. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que, et c'est vrai que ça existe, certaines communes ont pu intégrer quelques activités de protection des enfants dans leur PAI, mais nombreux sont ces communes qui n'ont pas d'activité, surtout sur fonds propres. C'est quoi? La plupart du temps, les activités, c'est le partenaire peut-être qui suscite, et puis bon, on essaie d'intégrer. Mais nous, notre objectif ici, c'est de travailler de sorte que ce soit un réflexe au niveau des communes, que ces questions de protection des enfants-là soient aussi importantes comme les autres aspects liés aux activités de la commune. Donc l'intégration vraiment dans les plans d'investissement annuels là, et des questions de protection des enfants, là, que ce soit une réalité, ça pourra vraiment aider beaucoup plus les populations à mieux protéger les enfants. Parce que comme on le sait, vous savez, les questions de protection des enfants, ce n'est pas que les gens ne sont pas conscients souvent qu'il faut protéger les enfants. C'est surtout les pesanteurs socio-culturels que nous avons. Certains sont quelque part bloqués par ces pesanteurs-là, qui font qu'ils font fi de certaines mesures et ce sont les enfants qui prennent les pots cassés. Parce que tout simplement, on ne veut pas violer peut-être certaines coutumes. Voilà pourquoi. Quand je prends par exemple le cas des mutilations génitales féminines qui sont là, qui perdurent toujours, ce n'est pas que les populations ne sont pas conscientes qu'il faut laisser, mais une pression extérieure qui fait qu'aujourd'hui, certains, c'est malgré eux-mêmes qui s'adonnent à ces pratiques. Je pense qu'il faut travailler dans ce sens et aussi travailler à ce que les communes puissent vraiment mettre en œuvre, intégrer dans leur plan d'investissement annuel là, ces questions de protection des enfants. Ça pourra beaucoup plus aider, en tout cas à mieux protéger les enfants, en tout cas à permettre aux enfants d'évoluer dans un environnement vraiment protecteur. D'accord, merci M. Diallo. Nous sommes en fin d'émission. On va rapidement faire un tour de table pour que chacun puisse donner son dernier mot. Je commence par M. Sondé. Je pense que la protection de l'enfant dans le contexte de la décentralisation est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde surtout, parce que l'enjeu est important, parce qu'aujourd'hui, avec la décentralisation, c'est une responsabilisation totale des communautés, voilà, dans la gestion de leurs propres problèmes. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs, venir dire à une communauté, bon, c'est comme ça, vous devez vous développer. Je crois que c'est l'esprit un peu de la décentralisation. Et plus les gens sont ensemble, et mieux ils se comprennent et efficacement ils agissent dans le domaine du développement. Et pour moi, la décentralisation est une très grande chance, voilà, pour apporter des solutions aux questions de protection de l'enfant avec des outils et des approches endogènes vraiment adaptées à chaque contexte. Voilà. Donc vraiment, je salue bien l'initiative de cette émission. C'est mon dernier mot. D'accord, merci. Madame?
À l'attention des maires, je voulais dire qu'ils ne doivent pas perdre de vue que le social coûte cher. Alors, il faut investir. Mais il faut investir, nous n'avons pas le choix. Il faut investir parce que quand on parle de protection de l'enfant, on est vraiment dans un domaine purement social. Ce n'est pas un domaine, un investissement qui génère rapidement en fait, voilà, des retours immédiats. Voilà, c'est dans le long terme. Il faut que les communes comprennent que, vu que nous sommes vraiment dans le contexte de la décentralisation, l'État va les accompagner, certes, mais en tout cas, il revient à ces communes-là de pouvoir prendre des initiatives allant dans le sens, en tout cas, de promouvoir davantage les enfants, de ne pas se focaliser uniquement sur des investissements marchands, parce que là, ça rapporte vite, et peut-être aussi que, voilà, en fin de mandat, le premier responsable peut dire, bon, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors que, bon, quand on investit dans l'humain, en fait, c'est comme on le dit, ce n'est vraiment pas palpable. Mais bon, en tout cas, nous, partenaires qui les accompagnons vraiment à ce niveau-là, on fait toujours le plaidoyer pour que la question de la protection de l'enfant soit prise à bras le corps et constitue une priorité au niveau local, parce que c'est l'échelon, en tout cas, le plus proche de la population, le plus proche des enfants, à même de pouvoir connaître les problèmes réels que rencontrent les enfants au niveau, sur le terrain, et de pouvoir mettre en œuvre justement un certain nombre d'activités avec l'appui des partenaires qui sont là, qui vont toujours les accompagner dans ce sens. D'accord. Rapidement, M. Diallo, avant qu'on revienne à M. Kambou. Voilà. Et comme dernier mot, c'est comme Mme Ouedraogo le disait tantôt, il faut que vraiment les communes s'approprient cette question de protection des enfants. Notamment en prenant certains textes pour pouvoir empêcher, en tout cas, la commission de certaines infractions liées à la protection des enfants. Vous avez tantôt pris l'exemple des sites d'orpaillage qui pullulent un peu partout. Et je profite de l'occasion pour vraiment remercier les responsables de certaines communes qui déjà ont pris déjà certaines directives pour pouvoir empêcher les enfants d'accéder à ces sites d'orpaillage. C'est ce genre d'action courageuse là que nous voudrons. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait un site d'orpaillage, ne sait pas comment se vit la vie là-bas, les adultes même ont du mal à vivre, n'en parlons pas des enfants. Donc je pense qu'ici, il va falloir prendre vraiment des décisions courageuses pour pouvoir mieux protéger nos enfants dans nos différentes communes. Parce que quoi qu'on dise, c'est l'avenir de ce pays. Les enfants sont l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, une commune qui ne protège pas ses enfants, c'est pas sûr qu'elle aura des bras valides pour pouvoir mieux gérer sa commune demain. Donc, la question de protection des enfants, c'est une question vraiment très sérieuse qu'il faut prendre en compte pour pouvoir, en tout cas, mieux évoluer et pouvoir, en tout cas, donner plus de chance à sa commune de pouvoir se développer correctement. J'espère que M. Kambou a pris bonne note en 30 secondes. On a pris bonne note et je dis que protéger les enfants au niveau des collectivités, c'est leur permettre d'aller à l'école. Et c'est ce que les conseils municipaux font tous les jours. Protéger les enfants, c'est de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé à proximité. C'est ce que les conseils municipaux travaillent tous les jours, à construire des centres de santé pour rapprocher ces centres de santé aux populations. C'est mettre à la disposition des enfants de l'eau potable. Et c'est ça que les maires font tous les jours. Donc, je dis, permettre aux enfants d'aller à l'école, c'est les bourses scolaires, c'est les cantines que les maires travaillent à mettre au niveau des écoles pour permettre à ce que les enfants aillent effectivement à l'école. Ça, c'est des activités concrètes de protection des enfants. Et pour cela, on a besoin de l'appui de l'État. Pour cela, on a besoin de l'appui des partenaires techniques et financiers, parce que ce qui est là, c'est que les ressources des collectivités sont très minimes. Et on a besoin de l'apport de tout le monde pour effectivement pouvoir réussir cette lutte-là. Ensuite, je note en passant que lorsque les communes, n'est-ce pas, s'orientent beaucoup plus vers les infrastructures marchandes, c'est pour avoir de l'argent pour réinjecter dans le social. Donc c'est pour dire que l'un dans l'autre, nous devons travailler à ce que, effectivement, les communes aient les ressources suffisantes
pour pouvoir mettre en œuvre beaucoup d'activités dans le social. Et pour cela, effectivement, on a besoin de la collaboration de tous les acteurs, acteurs étatiques, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers. Et je profite de votre micro, effectivement, pour en tout cas remercier ceux qui ont eu l'initiative de cet échange-là, parce que ça permet de savoir un peu qu'est-ce qui est fait au niveau des collectivités en matière de protection de l'enfant et qu'est-ce qu'il y a aussi comme difficulté, n'est-ce pas, pour pouvoir relever le défi pour le bien-être de nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous tous. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.